Bonjour. Cette semaine, on reçoit Philippe Ducharme, notre vulgarisateur scientifique, pour parler de différentes nouvelles au niveau de la science. Par la suite, on va parler avec Mélissa Roy de C'est Roy et Turner. Et on va continuer l'émission avec Charles Boutet-Garneau, qui va nous parler d'Altergo dans le cadre de la Semaine nationale de l'accessibilité qui aura lieu au mois de juin. Et on va continuer l'émission avec Geneviève Bergeron, directrice générale de l'Association québécoise pour les loisirs de personnes en situation de handicap. Bonne émission tout le monde! On rejoint notre vulgarisateur scientifique Philippe Ducharme. Bonjour Philippe. Bonjour Eliane, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Très très bien, merci. Philippe, tu commences ta chronique en nous parlant de nouvelles pistes pour expliquer l'autisme. Oui, tout à fait. En fait, c'est une étude qui conclut qu'une mauvaise régulation du calcium dans le cerveau, ça pourrait être à la source de l'autisme. C'est une étude qui a été réalisée par des chercheurs ici au Québec, là, à l'Université McGill, sous la direction du professeur Derek Bowie. Donc, l'autisme, petit rappel, qu'est-ce que c'est? Le trouble du spectre de l'autisme, c'est un trouble permanent du développement du cerveau. Les personnes autistes, on le sait, vont avoir une communication, une façon d'établir des liens avec les autres personnes un peu différente. Ça peut avoir des répercussions sur les interactions sociales et leur communication avec les autres. Et l'autisme, la cause de l'autisme ou les causes sont inconnues pour le moment. C'est-à-dire qu'on suspecte qu'il y a plusieurs facteurs en cause. La génétique aussi, certainement, et des facteurs environnementaux qui peuvent jouer dans le déclenchement de la maladie, l'apparition. Depuis longtemps, là, il y a plusieurs chercheurs qui s'efforcent de trouver des facteurs, d'identifier des facteurs qui peuvent accroître la probabilité qu'une personne soit autiste. Et c'est dans cet ordre d'idées-là qu'il y a des recherches, qui ont montré qu'il y avait un lien qui existe entre des anomalies d'une molécule qu'on appelle AMPA et l'autisme. Qu'est-ce que c'est AMPA? C'est un récepteur qu'on retrouve à la surface des neurones, un récepteur qui normalement va être activé par un neurotransmetteur qu'on appelle le glutamate. Donc ça, c'est une petite molécule qui permet à deux neurones de communiquer entre eux. C'est un récepteur qui est très important au niveau, par exemple, de l'apprentissage et de la mémorisation. On va se rapprocher maintenant de ce que les chercheurs montréalais ont fait à l'Université McGill. Donc, cette équipe-là de recherche sous la direction du Dr Bowie, ils ont démontré l'année passée que ce récepteur-là, il transporte des ions de calcium et que ça, c'est nécessaire pour la communication entre les neurones, donc pour le bon fonctionnement. Et là, dans leur étude de celle que je veux vous parler aujourd'hui dans le cadre de cette chronique-là, les chercheurs ont trouvé qu'il y a des anomalies du calcium dans le cerveau chez 3 enfants autistes. Dans 2 cas, la quantité de calcium est trop élevée, puis dans un autre cas, il n'y en a pas assez. Donc, c'est ce qui a amené les chercheurs à se dire, il y a probablement un lien entre les anomalies de calcium en lien avec ce récepteur-là, le récepteur AMPA, et l'autisme. Puis, ils pensent même que ça pourrait avoir des liens avec d'autres troubles neurologiques comme la sclérose en plaques. C'est quand même intéressant, bien que c'est vraiment au début, là, parce que, bien sûr, il faut comprendre maintenant pourquoi certains en ont trop, pourquoi certains n'en ont pas assez, puis comment ça joue. Mais effectivement, il faut commencer quelque part. Là. Il faut tout à fait. Et ce qui est très intéressant de cette nouvelle-là, c'est que là, de cette recherche-là, c'est que ça ouvre peut-être une autre voie possible pour chercher des médicaments, chercher des traitements qui pourraient corriger l'anomalie de calcium
par l'entremise de ce récepteur-là, le récepteur ANPA. Donc ça, c'est ce qu'on va souhaiter dans les prochaines années, qu'on puisse arriver à trouver des nouvelles molécules qui vont agir vraiment spécifiquement sur ce récepteur-là qui est en lien avec le transport du calcium. Donc c'est la grande nouvelle importante qu'on peut retirer d'une étude comme celle-ci. Et ce sera évidemment à suivre là, dans plusieurs années, parce que ça va prendre plusieurs années avant d'avancer cette piste-là suffisamment pour bien comprendre. Tu nous parles également d'un stimulateur cardiaque miniaturisé. Absolument. Donc ça va être c'est assez spectaculaire. Donc, on va être dans le domaine des troubles du rythme cardiaque, donc quand le cœur ne bat pas au rythme correctement. Un problème qui touche quand même 2% de la population générale. Et par exemple, au Canada, il y a près de 200 000 Canadiens qui portent un stimulateur cardiaque. Donc, c'est quand même assez commun. Maintenant, ce dont je vais vous parler, donc, c'est une innovation technologique faite par des chercheurs américains donc, ils ont créé un stimulateur cardiaque temporaire quand le cœur ne bat pas assez rapidement, autrement dit. Mais là, tenez-vous bien, c'est un stimulateur qui fait à peu près 4 mm de longueur, 2 mm de largeur et seulement 1 mm d'épaisseur. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, là, on est dans quelque chose qui est plus petit qu'un grain de riz. Oui, il ne faut pas y échapper, hein? Oh que non! on va le chercher longtemps, ça c'est sûr. En comparaison, là, un stimulateur cardiaque, comme on utilise aujourd'hui, là, c'est environ la taille d'une pièce de 2 $. Ça vous donne aussi un ordre de grandeur ici. Ce petit appareil-là, l'avantage qu'il offre, là, c'est qu'il pourrait être utilisé dans des interventions beaucoup moins invasives. C'est-à-dire qu'on n'a pas nécessairement besoin d'une chirurgie. On pourrait l'implanter tout simplement avec une seringue, là, par injection dans le cœur. Ça peut être aussi un outil qui pourrait être mieux adapté pour les enfants et peut-être même aussi pour les nouveau-nés. Là. Par exemple, des nouveau-nés qui sont atteints de malformations cardiaques. Oui, c'est sûr qu'à ce moment-là, la grosseur compte. Là. Exactement. Ce petit stimulateur-là, là, gros comme un grain de riz, là, je le rappelle, là, il y a à l'intérieur une petite batterie. On imagine comment ça doit être petit, ça. C'est une batterie qui va pouvoir convertir de l'énergie chimique en énergie électrique, donc faire des impulsions pour le cœur. Ce petit grain de riz-là qu'on implante dans le cœur, il y a une durée de vie jusqu'à 2 ans et demi. Contrairement aux stimulateurs temporaires qui, eux, ont une durée de vie d'environ 30 jours. Après ça, il faut les remplacer. Le stimulateur ne fonctionne pas tout seul. Il y a un autre petit truc, un autre petit gadget qu'on met sur la surface de la peau, au niveau de la poitrine. Ce petit appareil-là va détecter les irrégularités du battement de cœur, des battements de cœur. Puis quand il en détecte, il envoie un petit signal au niveau de l'implant, au niveau du cœur, pour que cet implant-là, le stimulateur cardiaque, oui, c'est ça, pour que celui-ci puisse corriger l'anomalie du battement cardiaque. Oui. Et je vais compléter avec un dernier avantage lié à cet implant-là, c'est qu'il est biorésorbable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va se dissoudre par lui-même dans l'organisme une fois que sa durée de vie a été atteinte. Donc, on n'a pas besoin d'une opération pour aller l'enlever. Il va s'éliminer par lui-même, tout simplement. Ça aussi, c'est quand même bien, surtout si on peut donc y injecter avec une seringue, là, comme on fait avec les micropuces. Et par la suite, il s'en va. Donc, en tous les cas, là, ça devient assez facile à gérer là, à toutes les 2 ans et demi de se faire simplement faire une nouvelle piqûre là, pour en avoir un nouveau. Puis ça se règle comme ça. Là. Absolument. C'est pas encore testé chez des humains. Là, on l'a testé chez des souris et des porcs. On l'a testé sur des cœurs, mais des cœurs humains, mais de donneurs d'organes. Oui. Donc, la prochaine étape, c'est de le tester véritablement dans un être humain, de vérifier s'il est sécuritaire. Puis, si tout va bien, il y aura d'autres tests, puis on va peut-être pouvoir voir cette technologie-là apparaître de façon plus courante dans les peut-être 5-10 prochaines années, qui sait. Mais c'est quand même encourageant, là. Quand ça marche sur des vrais cœurs de donneurs, là, on peut imaginer que ça risque de bien fonctionner. On se rapproche beaucoup de la finalité, là, effectivement. Et finalement, on parle aussi de quelque chose qui est quand même assez surprenant, là. On en parlait un peu en science-fiction, mais là, ça devient quelque chose qui serait de plus en plus réel, là. De penser à la parole, donc c'est-à-dire de pouvoir penser
nos paroles là, sans parler et puis être capable de communiquer avec la pensée finalement. Absolument. Donc, tu as bien résumé. Donc, effectivement, un implant qu'on pourrait, donc, une espèce d'interface ordinateur-cerveau, mais qui permet de traduire la pensée en paroles. Et dans ce cas-ci, ça se fait de façon quasi instantanée. Il y a des chercheurs donc californiens qui ont mis au point, il n'y a pas très longtemps, une interface cerveau-ordinateur, on appelle ça comme ça, là, qui permet de traduire chez une patiente tétraplégique qui ne peut plus parler. Ben, cet appareil-là pouvait décoder la pensée, la transcrire en paroles, mais ça, là, il y avait un délai de 8 secondes. Donc, entre le moment où elle pense à quelque chose et le moment où la machine le dit, il pouvait y avoir 8 secondes de délai. Donc, on imagine un petit peu le décalage dans la conversation que ça peut créer. Ben, ce nouvel interface-là, là, celui dont je vais vous parler, ben, il réduit l'intervalle à combien? Ben, à 80 millisecondes. Fait qu'on, on peut pratiquement dire qu'il n'y a pas de délai, là. Du moment qu'on pense, la parole se met automatiquement en branle. Tu sais. Fait que c'est quand même assez spectaculaire. Un implant qui n'a pas besoin de pénétrer dans le cerveau, là, c'est des faisceaux d'électrodes qui vont capturer les signaux cérébraux de la personne, puis qui va les convertir en voix. Et dans ce cas-ci, pas n'importe quelle voix, c'est la voix de la propre personne. C'est-à-dire que grâce à des enregistrements de sa voix avant son accident, ben, la machine est capable de répliquer la voix de cette personne-là. Fait que ça doit être assez spécial d'entendre une machine parler avec notre propre voix. Oui, ça doit être très spécial, mais en même temps, ça balayage un peu quelque chose, ça rend ça plus efficace au quotidien pour la personne, puis peut-être moins médical là, comme approche. Absolument. Pour l'instant, c'est une interface qui fonctionne avec un vocabulaire limité. Là. La machine peut prononcer à peu près 1000 mots, quelque chose comme ça. C'est donc une innovation qui est au stade de preuve de concept. Ça veut dire qu'on a démontré que ça marche, que ça fonctionne, mais on n'est pas encore rendu à l'étape où on peut le mettre, on peut le commercialiser. Là. Il y a beaucoup encore de travaux à faire dessus pour l'améliorer, le rendre plus accessible, augmenter le lexique, rendre ça plus polyvalent au niveau du nombre de mots. Puis, ben voilà, mais c'est une nouvelle vraiment encourageante pour les personnes qui ont perdu la parole suite à un accident tragique, là, puis qui ne peuvent plus s'exprimer comme auparavant. Ça fait longtemps qu'on parle de ça, là, donc là, on dirait qu'on a quelque chose de solide là, pour une fois. Donc, ça sera aussi à suivre, Philippe, dans les prochaines années. Merci beaucoup, Philippe, pour ton intervention aujourd'hui. Ben, ça me fait bien plaisir. On se retrouve probablement un peu plus tard pour la prochaine saison. Ben, donc, bonne journée pour toi. Toi aussi, pareillement.
On retrouve maintenant Rosalie Telfer-Simard, qui est porte-parole pour la 29e édition de la Semaine québécoise des personnes en situation de handicap. Donc, bonjour Rosalie. Oui, bonjour. En tout cas, merci de l'invitation. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Merci de te rejoindre à nous. La Semaine québécoise des personnes handicapées, ça arrive bientôt, donc du 1er au 7 juin. Oui, exactement. Puis je vais être aussi porte-parole avec Lucas Pacelli, qui a dansé à Révolution. Oui. C'est une personne extraordinaire. Alors, je pense qu'on est une équipe de feu cette année pour présenter la Semaine québécoise des personnes handicapées. Puis honnêtement, moi, je le continue de le faire parce que je pense que ça va faire la 5e année que je suis porte-parole. Parce que je trouve tellement ça vaut la peine de continuer à faire de la sensibilisation parce que j'en vois encore aujourd'hui, malheureusement, certaines personnes qui sont toujours pas sensibilisées. Puis c'est drôle, hein, parce que pourtant, on en parle beaucoup de la sensibilisation, mais tu sais, c'est comme l'année passée, je pense j'ai mis une vidéo justement d'une personne, de moi en fait, qui parlait au téléphone dans la vidéo pour faire de la sensibilisation, pour montrer qu'une personne malentendante peut parler au téléphone. Oui. Et justement, il y a une personne qui a commenté, mais si tu es malentendante, pourquoi tu as un cellulaire? C'est n'importe quoi. Mais c'est dans le fond, c'est ces personnes-là qui sont pas sensibilisées. Puis c'est pour ça que cette année, on donne le thème quand on voit seulement la différence. On parle de vivre le potentiel. Puis oui. C'est ça que je veux apporter justement parce que cette personne-là s'est arrêtée à la première image, à mon handicap, si on veut. Puis c'est pour ça que je veux qu'on voit le potentiel des personnes handicapées. Oui, puis c'est important aussi, là, tu disais, c'est souvent un manque d'éducation pour ces personnes-là. Là, c'est pas toujours malveillant, mais des fois, elles manquent d'éducation. Donc, la Semaine québécoise des personnes en situation de handicap, là, ça permet de vraiment éduquer ces personnes-là, puis de montrer les ressources puis les outils qu'on a pour aider à la sensibilisation là, pour les gens que ça pourrait intéresser. Oui, exactement. Puis on a encore des améliorations à faire. Puis moi, c'est sûr que j'apprécie les améliorations qu'on apporte jusqu'à aujourd'hui. C'est extraordinaire. Mais pour continuer encore, puis c'est comme là aussi, je suis aussi administratrice là aussi d'un organisme, ça s'appelle Intergo. Il organise plein d'activités pour les personnes handicapées justement. Puis je parle à toutes sortes de personnes. Puis même moi, en tant que porte-parole, j'apprends aussi des choses qu'on devrait améliorer. C'est comme, par exemple, là, les parcs, il faut qu'ils soient plus accessibles. Il faudrait qu'il y en ait plus parce que c'est tout du sable. Mais pour les gens en fauteuil roulant, c'est pas facile. Puis moi, je suis maman aujourd'hui. C'est sûr que ce sujet-là, ça me touche beaucoup personnellement. Je me dis, oh mon Dieu, je vais tellement souvent au parc avec ma fille, puis j'adore ça. Mais ces gens-là, c'est que c'est difficile à vivre ça, d'aller au parc avec leur enfant. Je trouve ça difficile. C'est pour ça que j'aimerais ça, qu'on y pense plus à ces personnes-là, justement aussi dans les écoles, dans toutes sortes de choses, même là, les trottoirs devant chez nous, de désencombrer les trottoirs justement pour qu'ils puissent circuler plus facilement. En tout cas, j'en apprends encore aujourd'hui. C'est sûr, je peux pas être au courant de tout, mais je fais mon possible pour m'informer, puis je me demande aussi aux personnes handicapées qui sont comme moi, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on améliore? Puis c'est comme ça qu'on va aller plus loin. Oui, vous nommez plusieurs choses en partant. Il y a beaucoup d'obstacles dans la vie quotidienne pour les personnes en situation de handicap que les personnes qui n'ont pas de handicap ne voient pas nécessairement. Parce que c'est des choses qui sont subtiles, mais qui, au bout de la journée, vont vraiment améliorer ou empêcher une personne en situation de handicap d'accéder à son plein potentiel puis lui rendre la vie difficile, comme vous le
l'ergonomie, par exemple, avec les trottoirs, avec les parcs et tout ça, ça devient à ce moment-là difficile d'avoir un quotidien qui est normal. Puis aussi, il y a aussi un besoin d'entendre les personnes en situation de handicap parce qu'on dirait que très souvent, on leur donne pas la parole, même quand on parle d'handicap puis d'amélioration pour des personnes en situation de handicap. Tout le monde parle sauf elle, on dirait, hein? C'est ça exactement, puis c'est tellement important, tu sais, de continuer d'en parler, puis tu sais, c'est comme je veux dire, là, on fait tellement notre possible. Puis moi, là, je veux dire, moi, là, pendant la semaine, là, je veux vraiment que les personnes retiennent que nous, les personnes handicapées, qu'il faut qu'on soit bien dans notre peau. Puis aussi, on doit faire aussi un effort pour s'adapter le plus possible à la société, mais aussi que les personnes qu'on rencontre dans la vie, il faut aussi qu'ils s'adaptent à nos besoins. Puis ça, je trouve ça important. C'est comme, par exemple, moi, là, avant, j'ai travaillé dans un magasin chez Dessert, un magasin d'art. Oui. J'étudie en art visuel, j'aime beaucoup la peinture et tout. Mais justement, moi, j'ai jamais été tentée de dire que j'étais malentendante. C'est comme dans mon CV. Non, moi non plus, ça m'a jamais tenté, ça. C'est ça, parce que c'est pas parce que j'accepte pas ma différence. C'est juste que l'employeur, s'il voit ça sur mon CV, est-ce qu'il va vouloir me téléphoner? Oui. Plus qu'une personne qui est attendante. C'est tout ça, là. C'est mais en même temps, les personnes handicapées qui ont besoin d'aide spécifique ou de ressources. Là, je trouve que c'est mieux d'être honnête et de le mentionner dans le CV pour que l'employeur puisse voir est-ce que son entreprise est assez bien adaptée pour accueillir cette personne-là à son travail. Alors, c'est toutes des choses comme ça. Puis, justement, pendant la semaine, le 5 juin, je vais animer une soirée. C'est un spectacle de danse qui est organisé par Lucas Pacelli, justement. Ça s'appelle Pas de limite. Et c'est plein de personnes en situation de handicap qui vont danser. Alors, j'ai vraiment hâte d'animer cette soirée-là. Puis on a même aussi un artiste assez connu qui va être là pour l'ouverture du spectacle. Mais c'est une surprise. Bon, c'est une surprise, donc je vous en demanderai pas plus. Mais effectivement, là, ce que vous nommez, là, c'est qu'il y a encore beaucoup de discrimination pour les personnes en situation de handicap à l'emploi et ailleurs aussi dans la société. Donc, on pourrait penser que c'est quelque chose qui est derrière nous, qu'on est très, très, très inclusif au Québec. Et non, malheureusement, il y a encore beaucoup de travail à faire là, parce qu'il y a encore énormément de discrimination qui est faite contre les personnes en situation de handicap. Et je pense que la semaine qui va avoir lieu au mois de juin, c'est une occasion d'en parler puis de pointer qu'il y a encore du travail à faire malgré qu'on a fait beaucoup de chemin. Oui, c'est ça. Puis c'est vraiment là que on va être là, Lucas et moi, pour faire des entrevues, pour en parler encore pendant la semaine de juin. Ça, c'est sûr et clair. C'est clair, là. C'est notre but à nous. Puis je veux qu'on s'accepte aussi comme on est. Puis on est tous uniques. Il n'y a pas un être humain qui est identique. On est tous différents. On est tous, on est tous original. Oui, et puis... Je veux dire, là, on a tous des points forts, on a tous des points faibles, puis moi, c'est ça que je veux que les personnes, c'est comme, c'est quand on rencontre, là, c'est quand on cherche l'amour. Oui. C'est la même chose. Des fois, là, on s'arrête sur la première image, puis là, on refuse la personne juste parce qu'elle a quelque chose, pas comme les autres. Oui, mais si on la voit régulièrement, puis qu'on apprend à la connaître, la personne, et que c'est là qu'on s'attache envers ses qualités, envers sa personnalité, puis c'est ça qui fait que on voit le beau côté de la personne. Puis c'est ça qui fait qu'on tombe en amour avec la personne, même s'il y a un point faible. Mais on a tous un point faible. C'est ça que je veux qu'on y pense cette année, à aller au-delà de cette première image-là. Puis, vous le disiez en début d'entrevue, il faudrait aussi que le handicap soit vu comme étant une force, hein, comme étant quelque chose qui nous distingue plutôt que comme étant une faiblesse, finalement.
Pardon, j'ai mal compris la question. J'ai dit, il faudrait aussi que le handicap soit vu comme étant une force, quelque chose qui nous distingue, qui nous rend unique, plutôt que comme une faiblesse. Oui, exactement, parce que moi, je veux briser cette image-là que quand on pense une personne handicapée, c'est comme ça dit, oh mon Dieu, ils font pitié, ils ont rempli d'embûches. Des fois, il y a des personnes qui pensent ça. Oui. Mais honnêtement, aujourd'hui, on a tellement la chance d'avoir plein de technologies qui nous permet de nous aider, comme moi, par exemple, mon implant cochléaire qui me permet d'entendre. Une personne non-voyante qui a une canne, justement pour l'aider à se diriger à un endroit plus précis. Il y a aussi les fauteuils roulants qui existent, les fauteuils roulants motorisés. Il y a toutes sortes de choses qui existent. Fait que c'est sûr qu'avec ces solutions-là, ça élimine tellement d'obstacles. Alors, on a quand même des bonnes vies pour la plupart des gens. Oui. Tu sais, mes amis, là, ils ont pas mal tous un emploi. On se débrouille le mieux possible. C'est sûr qu'il y a des petits obstacles, des embûches. Mais tu sais, c'est comme moi, par exemple, des fois, quand je vais dans un lieu public, des fois, il n'y a pas d'écran d'affiché, comme dans les hôpitaux, comme dans les cliniques. Il n'y a pas d'écran d'affiché. Moi, je suis dans la salle d'attente, là, puis ils appellent mon nom par intercom, mais c'est tout tellement pas clair, là. C'est comme, c'est autant, ça parle comme ça, là. Est-ce que je sors mon tour? Est-ce que j'ai passé mon tour? C'est comme un peu stressant pour moi, ces moments-là. Mais c'est des choses comme ça qu'il faut qu'on améliore. Pourquoi il n'y a pas d'écran? Pourquoi? Même pour les personnes qui sont plus âgées, leur audition est moins développée. C'est pas juste pour les personnes handicapées, là. C'est vraiment, ça peut aller beaucoup plus large que ça. Ça peut aider tout le monde, en fait, d'être plus inclusif, là, parce qu'évidemment, tu l'as dit, même quelqu'un qui entend très bien avoir un tableau devant lui, ça peut aussi aider. Donc, c'est vraiment inclusif là, pour tout le monde. Donc, Rosalie Talfar-Simard, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes porte-parole de la 29e édition de la Semaine québécoise des personnes handicapées qui aura lieu du 1er au 7 juin. Bonne chance avec la semaine et on vous souhaite un bon travail de sensibilisation. Mais merci beaucoup, Elisane. C'est un grand plaisir. Merci. Bonne journée à vous. Bonne journée. Vous écoutez Sans détour. On rejoint maintenant M. Charles Boutet-Garneau, qui est directeur de l'expertise, de la concertation et des programmes chez Altergo. Bonjour, M. Boutet-Garneau. Bonjour, Mme Pellerin. Donc, en période de la Semaine nationale de l'accessibilité, dont on vient de parler, donc avec Rosalie Talfar-Simard, on a pensé vous interpeller pour en savoir plus sur l'accessibilité universelle et votre travail chez Altergo. Oui, dans le fond, chez Altergo, certes, on a un volet associatif, un volet événementiel. On a également un volet expertise qui met de l'avant une gamme de services pour les organisations qui voudraient devenir plus inclusives. Donc, à ce moment-là, j'imagine que vous faites des évaluations là, sur les lieux, puis vous faites des recommandations, finalement. Oui, exactement. Dans le fond, on a 3 volets. On a un volet qui est plus sur la formation et la sensibilisation. Un volet qui est plus axé sur l'expérience utilisateur. Donc, on va mettre de l'avant les perspectives et les besoins et la voix des citoyens et citoyennes qui ont une limitation fonctionnelle. Pour commenter des environnements comme des parcs, comme des bibliothèques. Ça peut également être des complexes sportifs. Sinon, on a également une gamme de services conseils qui est plus personnalisée pour les besoins plus précis des organisations. Oui. Et dans ces types de services-là, ça peut paraître un peu vague, mais on peut vraiment... Il n'y a pas de...
toutes les occasions sont bonnes pour intervenir sur l'accessibilité universelle, que ce soit justement pour rendre, ça peut être tout simple comme des modalités d'inscription plus accessibles. Ça peut également être développement d'outils, comme par exemple, on a accompagné le ministère de la Famille pour le développement de fiches pour les services de garde. On a également fait un accompagnement pour Tennis Canada pour tout ce qui est l'accessibilité de leurs événements. Donc, c'est divers et varié et chaque année, on a de nouveaux défis. Oui, puis c'est important en fait, parce que ça prend quelqu'un, tout le monde a une bonne volonté, j'ai l'impression dans tout ça, mais ça prend une certaine expertise pour être capable de faire ça. Puis chez Altergo, vous avez cette expertise-là parce que vous êtes sur le terrain depuis longtemps. Oui, en effet, ça fait très longtemps qu'on est sur le terrain et on est quand même riche de notre réseau. Même si on développe certes une expertise de notre côté, les personnes qui ont limitations fonctionnelles et les organismes spécialisés ont toujours une place assez marquée dans notre approche, dans nos projets. Ça nous permet de justement avoir une vision qui est généraliste. On demeure des généralistes parce qu'au final, on veut être une fenêtre vers nos membres qui ont, eux, une expertise plus spécifique, justement. Oui, c'est bien dit, ça. C'est une façon de reconnaître justement l'expertise des personnes en situation de handicap, puis elle n'est pas souvent reconnue, cette expertise-là. En effet, on oublie des fois que quand on est face à une situation ou à un enjeu, on oublie parfois de consulter les personnes qui vivent au quotidien cet enjeu-là. C'est une banque d'informations très riche et très pertinente et c'est vraiment dans le créneau de ce qu'on cherche à avoir dans notre approche. On a également chez Altergo le collectif Accessibilité universelle qui regroupe, qui n'est pas un regroupement de nos membres, mais qui est un peu un projet de concertation qu'on a chez Altergo, un rôle de coordonnateur. Mais ça regroupe justement environ une trentaine d'organismes, d'arrondissements ou de citoyens qui veulent justement faire front commun sur des questions d'accessibilité universelle. Oui, parce qu'il faut faire front commun, malheureusement. Là, pour avoir une voix, il faut se mettre ensemble là, parce que sinon, on dirait qu'on n'est pas entendu. Puis, vous l'avez dit, on est rarement, les personnes en situation de handicap sont rarement consultées pour des questions qui pourtant les touchent directement. Tout à fait. Le collectif Accessibilité universelle, à chaque élection municipale, va justement faire un gros travail de concertation, de sensibilisation de la population. Aux dernières élections, il y avait justement une campagne où il y avait une vidéo qui a été publiée pour apporter les gens à regarder des éléments du quotidien sous un œil que les gens sont peut-être pas habitués. Quand on a, par exemple, on n'a pas nécessairement une limitation auditive, on n'est pas sensibilisé à l'importance d'avoir des systèmes d'alerte visuelle. Ouais. Je sors un peu des exemples plus répandus comme les rampes d'accès, parce qu'au final, la réalité qu'on a dans la population est diverse et variée, et on le sait très bien que même au sein d'un même profil, il y a une diversité, un spectre au sein de chaque profil. Donc, chaque personne a un peu sa réalité propre, qui parfois, avec la réalité d'autres personnes, peut être contradictoire, mais elle n'en est pas moins valide. Oui. Et dans le fond, on accompagne les organisations à se retrouver dans tout ça. Vous faites bien de le dire, parce qu'on dirait qu'encore aujourd'hui, même si on avance, on dirait qu'une situation de handicap, c'est quelqu'un avec un fauteuil roulant manuel qui a besoin d'une rampe en avant. Mm-hmm. Puis souvent, ça se limite à ça, alors qu'une situation de handicap, vous l'avez dit, c'est varié. Puis les gens pensent pas à ce que c'est d'être en situation de handicap au quotidien quand ils ne le vivent pas. Puis finalement, on se rend compte que c'est plein de petits obstacles qui rendent le quotidien plus difficile pour une personne en situation de handicap, qui pourrait, dans la plupart des cas, être facilement réglés, qu'on pourrait facilement avoir des outils pour rendre le quotidien plus facile. Tout à fait. Les projets de Altergo Expertise rejoignent beaucoup plus les organisations, mais le collectif Accessibilité universelle a un projet qui est vraiment
super intéressant qui va viser le grand public. Dans le cadre de différents événements, le but est de bâtir un kiosque de sensibilisation, mais utilisant la réalité virtuelle. Et par rapport à ce que vous dites, le fait qu'il y a plusieurs réalités, il n'y a pas juste en fait le fait d'avoir un fauteuil roulant, mais le but de ces kiosques-là sera justement de sensibiliser pas sur la surdité, la cécité. Le but sera de sensibiliser sur l'accessibilité universelle au sens large. Oui. Vraiment de voir comment est-ce que l'environnement peut être un obstacle ou un facilitateur dans certains cas. Et la Semaine nationale de l'accessibilité va avoir lieu donc à la fin à partir du dernier dimanche du mois de mai. Qu'est-ce que cette semaine-là signifie pour vous? Quelles sont vos actions qui vont être faites pendant cette semaine-là? Cette semaine-là est un moment dans l'année très important pour justement essayer de se poser la question, c'est quoi le bilan des actions qui ont été faites dans la dernière année et vers quoi est-ce qu'on peut se projeter? Quels sont les tremplins pour amener l'accessibilité universelle plus loin? Et c'est vraiment un moment de réflexion et de concertation qui est très important pour Altergo, pour les membres et pour tous les acteurs à la Ville de Montréal. Et on en a parlé, on avance en accessibilité universelle, on dirait qu'on en parle de plus en plus. Et c'est une bonne chose, bien sûr, mais est-ce que c'est rendu un mot sexy qu'on met partout, puis qui finalement est utilisé pour se valoriser plus qu'autre chose, à votre avis? C'est sûr qu'avec toutes les luttes sociales, il peut y avoir des effets de mode. Et oui. Je crois que c'est une question très intéressante parce que je crois que pour l'ensemble des luttes sociales, il faut être alerte à ce type de phénomène-là de mode oui. Et de voir justement, oui, ça peut être un moment qui va donner un effet de propulsion ou un effet amplificateur pour les acteurs, par exemple, de l'accessibilité universelle. Mais justement, je pense qu'il faut faire preuve de vigilance. Il faut s'assurer que cette mode-là ne soit pas un simple feu de paille, mais qu'on bâtisse. Que chaque action, chaque avancée, dans le fond, soit une pierre qu'on ajoute à la construction, puis que la construction va nous toffer plusieurs hivers. Puis il faut quand même savoir en profiter, finalement. Je disais ça de façon peut-être un peu défaitiste quand j'ai posé la question, mais il faut aussi savoir en profiter. C'est aussi une bonne chose d'un effet de mode qui va vous permettre d'avoir plus de ressources, puis d'avoir plus d'occasions. Mais vous l'avez dit, encore faut-il avoir des actions donc qui vont durer dans le temps. C'est vrai que on a assisté à une belle évolution dans les dernières années par rapport à l'accessibilité universelle dans les discours, dans les actions, dans les institutions. À une autre époque, c'était surtout pour les personnes qui ont une limitation fonctionnelle, les considérations étaient vraiment axées sur la santé. Mais chez Altergo, on essaie vraiment de faire comprendre que on peut parler pas juste de santé, on parle de loisirs, on parle de sport, on parle de culture. C'est tous des éléments qui sont essentiels pour n'importe quel être humain et qui peut aussi être des milieux où les gens peuvent s'épanouir. Donc, quand on parle de changement dans le temps, je crois que il y a des acquis qu'on peut essayer de cristalliser dans la culture de notre société. Oui, vous faites bien de le dire, hein, parce que souvent, on médicalise un peu en disant, bon, on va leur donner accès à des soins de santé, puis c'est super important, évidemment, mais c'est aussi leur donner accès à une participation sociale qui va changer les choses également, puis finalement, de rendre le plus normal possible ces parcours-là de personnes en situation de handicap pour qu'ils puissent vivre une vie la plus normale possible. Et ça, c'est peut-être une deuxième étape là, qu'il faut franchir, puis qu'il faut pas oublier. Tout à fait, Mme Pellerin. Je pense que vous avez le mot exact, c'est participation sociale. Les personnes qui ont une limitation fonctionnelle sont des acteurs à part entière et je crois que pour la semaine nationale qui approche, j'aurais peut-être le souhait que justement on
on en voit plus des personnes qui ont une limitation fonctionnelle dans notre quotidien, dans notre milieu de travail, dans les espaces publics. Mais pour ça, il va falloir vraiment continuer à travailler fort pour changer les mœurs, changer les environnements et changer justement la perception des gens. C'est un beau mot de la fin, donc on va terminer là-dessus. Monsieur Boutet-Garneau, merci beaucoup d'avoir été avec nous et on souhaite à Altergo, bien sûr, plusieurs autres années à faire changer les choses sur le terrain. Merci beaucoup de votre travail. Merci, Mme Pellerin. On en parlait la semaine dernière pendant la revue de presse, un guide pour soutenir la démarche de transition de l'école vers la vie estivale. Et je vous le disais, donc on rejoint cette semaine la directrice générale de l'Association québécoise pour les loisirs des personnes en situation de handicap qui ont proposé ce guide. Madame Geneviève Bergeron, bonjour Madame Bergeron. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Vous-même? Ça va très bien. Donc, vous venez de sortir justement le guide là, pour soutenir la démarche de transition de l'école vers la vie estivale. Donc, on parle entre autres là, des camps de jour là, pour les personnes en situation de handicap. Effectivement, on parle vraiment là, du continuum de l'école vers la vie été, mais c'est sûr que quand on parle de vie estivale pour un jeune handicapé, on va parler surtout dans les camps d'été.
Et ça peut être tout un casse-tête là, quand même d'avoir un camp d'été là, pour une personne en situation de handicap. Là, je me rappelle quand moi j'étais plus jeune, là, pour mes parents, c'était quand même difficile là, parce que les camps d'été municipaux vers lesquels on se tourne là, comme parents parce que souvent on est obligé de travailler pendant à tout le moins une partie de l'été pendant que les enfants n'ont pas d'école. Mais encore faut-il un endroit qui est adapté aux besoins d'un enfant qui a des besoins particuliers. Oui, effectivement. Puis je vous dirais, là, les camps d'été, les camps de jour, à l'heure actuelle, ils débordent. Là. Ils débordent d'enfants avec un handicap ou sans handicap. Donc, c'est sûr que lorsqu'un parent qui a un enfant qui a un besoin particulier vient pour demander une place, ça devient un petit peu plus complexe. Si déjà on manque de personnel, si déjà on manque d'accompagnateurs, ben on ajoute une couche. Là. Fait que ça, c'est sûr, il faut pas faire de cachette, là, c'est compliqué. Là. C'est compliqué, évidemment. Bon, malheureusement, malgré leur bon vouloir, les personnes qui dirigent ces camps-là vont prioriser une personne qui n'a pas de besoin particulier s'ils n'ont pas de ressources pour aider à l'intégration des personnes qui ont des besoins particuliers, des personnes en situation de handicap au camp. Ben, idéalement, ils ne devraient pas prioriser parce qu'on se rappelle là, que l'avis de la CDPDJ qui oblige, là, tout le monde est obligé de au moins recevoir les demandes puis voir la faisabilité. C'est sûr que des fois, au niveau de la faisabilité, ça devient un petit peu plus complexe. Là. C'est ça qui arrive des fois dans certains cas, mais on se rappelle que tout le monde doit évaluer les demandes d'un enfant qui a un handicap ou qui n'a pas de handicap, qui a des besoins en particulier ou pas. Oui, mais dans les faits, si on n'a pas les ressources puis qu'on déborde déjà, qu'on n'a plus de place, ça risque d'être beaucoup plus difficile là, d'envoyer un enfant qui est en situation de handicap en plus. Là. Dans les faits, effectivement. Mais que cela ne tienne, par contre, j'arrête mon défaitiste, Madame Bergeron, parce que vous avez proposé une solution qui est justement le guide là, pour soutenir la démarche de transition de l'école vers la vie estivale. Oui, bien en fait, nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment placer le jeune au cœur des besoins. Tu sais, on sait, un jeune handicapé, on voudrait qu'il soit au cœur de toutes les préoccupations, de toutes les parties prenantes. Donc, nous, c'est ça qu'on a fait. Puis dans le guide, on place bien le rôle et responsabilités de chacun. Donc, que ce soit le parent, la famille, que ce soit l'équipe camp, on parle de l'équipe école, on parle de responsabilité aussi au niveau des centres de services scolaires, au niveau des directions d'école, au niveau de tous les organismes aussi qui travaillent autour de l'enfant ou des organismes de la santé. Donc, on place vraiment tout le monde pour nous a des rôles et des responsabilités. C'est ça qu'on met en place dans le guide. C'est vraiment ça qui est nommé pour s'assurer qu'il y a un continuum de services, puis s'assurer que le jeune pendant la vie estivale, il n'y a pas de perte d'acquis. On s'assure que quelqu'un qui a un plan d'intervention toute l'année en scolaire, on peut suivre ce qui se passe cet été. Puis quand on retourne à l'école, on peut suivre aussi. Donc le jeune a un continuum. Ça, c'est important. Puis j'imagine que si vous en êtes rendu à avoir un guide, à proposer un guide, c'est parce que vous avez vu, là, justement, il y a des coupures dans ce continuum-là. Là, c'était pas quelque chose qui allait de soi. Ben, c'est sûr. Là, on ne fera pas de cachette. Là, il y a des pratiques super inspirantes au Québec, mais il y a aussi des pratiques désastreuses. Donc, pour nous, là, c'était majeur de poser les bases, de dire à tout le monde la même chose, que tout le monde, toutes les parties prenantes entendent le même discours. Puis des fois, on voit ça plus complexe qu'on pense. Oui. Je vais prendre un exemple. Là. Des fois, l'équipe école nous dit, ouais, mais j'ai pas le temps de remplir un formulaire de 10 pages pour l'équipe camp. Puis après ça, quand on leur explique, mais l'équipe camp n'a pas besoin de savoir comment ça se passe en mathématiques ou en français. L'été, ça demeure un endroit ludique, ça demeure un endroit où le jeune, il va jouer, il va être dehors. Donc, ce qu'on a besoin de savoir, c'est comment ça se passe dans les transitions, comment ça se passe en groupe, comment ça se passe quand il y a beaucoup de bruit et beaucoup de stimuli. Ça peut être un appel de 10 minutes, c'est pas obligé d'être un formulaire de 10 pages. Donc, une fois que c'est dit, souvent, là, la pression redescend, puis je prends, pour exemple, l'équipe école, mais on se dit, OK, c'est beaucoup plus faisable qu'on le pensait. Donc, c'est ça que le guide veut. C'est vraiment poser les bases, c'est pas si compliqué, là. C'est souvent, là, vous le dites, des adaptations qui peuvent être mineures, alors qu'on voit ça gros. Et je comprends, surtout quand on manque de ressources, vous l'avez dit en début d'entrevue, on manque de ressources dans les camps. Et donc, on dirait qu'on voit ça beaucoup plus gros que ce que c'est au final. Et vous faites bien de le ramener à l'ordre en disant, finalement, c'est souvent beaucoup plus accessible qu'on pense.
Ben oui, puis tu sais, souvent aussi, quand on fait l'évaluation, si on n'a pas le feeling du parent, si on n'a pas l'équipe école, si on n'a pas l'équipe de santé, ben ça peut arriver qu'on se dise, ah, c'est un enfant qui a un accompagnement 1-pour-1, puis on peut pas le prendre, on n'a pas assez d'accompagnateurs. Mais lorsqu'on parle à tout le monde qui entoure l'enfant, on peut réaliser, ah non, finalement, c'est un accompagnement 1-pour-3, puis on a la ressource, on peut accueillir le jeune enfant. Mais souvent, c'est aussi de passer du papier à la réalité, hein, d'une évaluation sur papier à une évaluation réelle. Là. Tout à fait. C'est d'avoir le véritable son de cloche de comment ça se passe au quotidien. Donc, pourquoi, en fait, vous êtes venu à avoir ce guide-là? Qu'est-ce qui a été une cloche là, pour vous pour dire que ce guide-là était vraiment nécessaire? En fait, là, c'est l'OPHQ, lorsqu'ils ont rédigé leur politique à part entière en 2022. Oui. Ils avaient une action dans cette politique-là qui était à l'égard du ministère de l'Éducation de rédiger le guide. Puis le ministère de l'Éducation étant en manque de ressources et tout ça, nous ont donné à nous, à la QLPS, le mandat. Nous, on est bien contents là parce que ça fait des années qu'on veut rédiger ce guide-là, qu'on voudrait le faire, mais ça prend des sous. Donc, quand on a eu cette opportunité-là, on a sauté sur l'opportunité. Puis, mais vraiment, la bougie d'allumage et les OPHQ. Ça a été vraiment une bonne un alignement des choses pour vous dont vous aviez besoin pour mettre de l'avant votre projet et c'est tant mieux parce qu'il y avait une réelle demande à ce moment-là. Oui, il y avait un réel besoin. Et nous, on voyait des scénarios des fois, là, tu sais, je ne veux pas nommer de lieu en particulier, mais des mises en demeure qu'une école envoyait à l'équipe camp parce que l'équipe camp avait posé des questions, puis on se disait, mais non, ça peut pas être ça, la réalité. Tu sais, il faut que la réalité, ce soit, on se parle, puis on comprend qu'est-ce qu'on a à partager comme information. Donc, nous, ça fait longtemps qu'on avait envie de faire ça, mais ça nous prenait le contexte aussi, là. Puis, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a vraiment étonné quand vous avez commencé à faire vos recherches et à parler aux gens autour de vous, là, à vos réseaux par rapport à ce guide-là? Bien, en fait, c'est que tout le monde est d'accord. C'est ça qui est étonnant quand on en parle, quand on fait la promotion, quand on discute. Tout le monde, là, toutes les parties prenantes sont d'accord. C'est juste que des fois, il y a une incompréhension du comment on va le faire, puis c'est quoi la réalité, parce que on parle à des enseignants, puis ils nous disent, mais c'est complètement logique. Eux aussi ont tout à gagner à ce que l'enfant passe un bel été. Oui, clairement. C'est ça, mais c'est dans le comment. Des fois, eux disent, oui, mais c'est une surcharge de travail. Mais comme je disais tout à l'heure, quand on l'explique, on fait descendre la pression un peu, puis là, on comprend, ah oui, fait que c'est vraiment là, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Là. Mais c'est ça qu'on voyait qui était surprenant, c'est que tout le monde était d'accord, mais c'est juste dans le comment, la mise en forme, là, des fois, ça pouvait soulever quelques questionnements. Là. Puis, tu sais, on en parlait beaucoup, là, quand même, beaucoup de manque de ressources. Hein, on fait beaucoup avec peu. Donc, j'imagine bien à quel point, vous l'avez dit, il y a une pression qui vient de part et d'autre. Et des fois, le fait d'avoir une pression fait en sorte que les communications sont pas bonnes là, parce qu'on se sent pressé, justement, par la situation. Ben oui, mais tout à fait, hein. Puis vous l'avez bien nommé, il y a une pression. Donc, d'emblée, on va être négatif face à la situation où on va se sentir submergé, où ça va être gros. Donc, quand on fait descendre ça, ben déjà là, ça devient plus facile. Donc, votre travail est quand même vraiment intéressant et, tu sais, vous l'avez dit, nécessaire parce que c'est les enfants qui quittent l'école là, pour l'été, mais il faut avoir quelque chose de prévu pour eux, bien sûr, hein, particulièrement là, dans la plupart des cas, les parents travaillent, donc il faut que l'enfant soit quelque part, qu'il soit en sécurité et la charge, j'ai l'impression, tombait souvent sur les épaules des parents. Oui. Puis on veut enlever cette chaleur-là aussi, là, en disant que tout le monde a sa responsabilité. Puis vous l'avez bien nommé, le parent a besoin de travailler. Donc, puis même l'enfant a souvent besoin de socialiser. Oui, mais bien sûr. C'est les enfants aussi, il y a certains enfants on veut qu'ils maintiennent ces acquis-là, les acquis sociaux, ce qu'ils ont appris à l'école, la stimulation. Donc, pour le bienfait de tout le monde, là. Ils ont le droit de s'amuser aussi au camp comme tout le monde et non de rester à la maison, et de rien faire parce qu'on n'a pas les ressources pour les intégrer. C'est aussi ça l'intégration sociale, là. Ben, c'est en plein ça, c'est ça que j'allais dire. Nous, on est pour l'inclusion, là. Tout le monde doit avoir la même chance. Tous les enfants doivent être sur le même pied d'égalité, handicap ou pas, là. Et ça, c'est une façon concrète, donc, de mettre les enfants sur un pied d'égalité. Geneviève Bergeron, vous êtes directrice générale de l'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées. Vous avez donc sorti le guide pour la démarche de transition de l'école vers la vie estivale. Si on veut consulter le guide, où est-ce qu'on peut aller?
Il est disponible sur notre site web, donc aqlph.qc.ca. Vous allez dessus, c'est super facile de naviguer, c'est très clair, très accessible. Vous avez aussi un petit pictogramme d'accessibilité, petit pictogramme d'accessibilité si vous avez différents besoins qui peuvent vous aider, mais le guide est facilement trouvable sur notre site web. Donc, on va aller consulter ça. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de parler avec nous, puis on vous souhaite un bon été. Ben, merci, bonne fin de journée à vous. Merci. C'est tout pour nous, pour cette émission et aussi pour cette saison. Donc, merci tout le monde d'avoir été à l'écoute pour la saison de Sans détour. Merci, M. Tessier, à la régie. Merci à Claire Guérin, à la recherche. Et je vous souhaite un bel été ensoleillé.